set. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle quotidienne de l'Académie Olympique. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer de cette journée de compétition du mercredi 31 juillet. Une belle journée pour les Français puisqu'on en est déjà, si je ne m'abuse, à 4 médailles, dont 2 en or. Donc la France qui se rapproche du sommet du tableau des médailles. Et d'ici quelques minutes, on va en parler, mais on pourrait accrocher la tête. Cet après-midi, ou plutôt ce soir, on est en train de briller du côté de la natation. On va suivre le reste des finales qui se déroulent ce soir avec notamment 2 Français engagés, Léon Marchand et Maxime Grousset. On en parle d'ici quelques minutes. Mais avant, j'accueille un autre Maxime, celui de l'Académie Olympique. Comment tu vas ? Et je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu l'as entendu ? Mathis, Il est-ce a que tu son, m'entends ? il a son micro de C'est coupé. moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, Merci pour désolé. la prière. Comment ça va ? Ça va, ça va. Non, toujours je disais toujours un plaisir de venir ici pour discuter une petite heure de ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu une journée assez mitigée et une journée qui s'éclaircit en cette fin de journée. Donc, euh, donc ça va super. On est content quand même pour toute la délégation française qui se porte très très bien. Mathis, on est. Si la fin de soirée se passe bien, on pourrait même prendre de l'avance sur les prédictions à 75 médailles. Ce début d'Olympiade est plutôt très encourageant pour nos Français. Ouais, franchement, encore une très belle journée. Moi, j'ai noté 7 médailles aujourd'hui, donc c'est quand même Ah un bah, gros excuse-moi, total. On est déjà, alors, si mes calculs sont bons, on est déjà bien parti, mais avec les deux du triathlon ce matin, Léon Marchand et Kirpichniko, pardon, sur la natation. Jean-Jean au BMX, il y a les bleus du sabre et il y a aussi au judo. Donc je crois que ça fait un total de 7. En tout cas, une très belle journée encore une fois. Et comme tu l'as dit, c'est pas fini. C'est ça qui est cool. Effectivement, mon tableau n'était pas à jour. Heureusement que tu es là pour vérifier tout ça. Donc, ouais, on se rapproche de ce sommet. Mais avant ça, on va commencer par vous. Avant d'attaquer sur ces médailles, par le sommaire rapidement avec la perf. On va parler, pour une fois, on en a parlé un petit peu, mais de natation. On va enfin mettre la natation à la une. Et il le fallait quand on voit les performances de la soirée. Même si d'autres Françaises, Français et Françaises surtout, auraient mérité également qu'on parle d'eux très longuement. On le fera aussi, ne vous inquiétez pas. Et puis derrière, on aura nos coups de cœur du jour et le programme de demain. Avant, un petit quiz pour terminer en beauté, comme d'habitude. Mathis, si je ne m'abuse, tu es invaincu. Maxime, grosse pression aujourd'hui. Mais avant ça, on attaque donc sur la grosse perf de la soirée. C'est une perf qui est en cours, puisque ça a commencé dans le bassin de la Défense Arena il y a maintenant un petit peu plus d'une heure. Léon Marchand est allé décrocher le 2e titre olympique de sa carrière en 200 mètres papillon. Alors je dis que ce n'est pas terminé, pourquoi ? Parce que ce soir, le Français est engagé sur 2 courses. On le retrouvera d'ici moins d'une demi-heure maintenant en 200 mètres brasse. Et il y a là aussi un très gros espoir de médaille. Mathis, tu disais d'ailleurs juste avant qu'on lance le live que tu étais davantage confiant pour le 200 mètres brasse et qu'il t'avait plutôt surpris positivement sur le 200 mètres papillon. On l'attendait à la lutte pour la victoire, mais peut-être pas déjà en or. Ouais, exactement. Moi, je le voyais bien finir deuxième derrière le Hongrois, qui est quand même sacrément costaud. C'est lui qui a les records du monde. Donc, certes, il est très fort et on le savait, mais je m'attendais pas à ce qu'il gagne. Et on va dire que j'ai pas été surpris par le début de course où il avait quand même un petit peu de retard. Après, je savais qu'avec sa fameuse coulée, il allait grappiller quelques secondes, enfin, en tout cas quelques centièmes par centième. Mais hyper impressionné par la perf qu'il fait, surtout dans le dernier 50 où il revient, il fond sur le Hongrois, on voit même que le Hongrois se décale pour regarder et qu'il se rend compte en fait qu'il est en train de se faire rattraper.
Puis bah magnifique, les émotions derrière la victoire, la Marseillaise, et on l'a vu en plus focus, éviter les photos avec les médailles pour aller se concentrer sur sa deuxième finale. Donc on sait qu'il est en mission et que sa soirée, elle sera pas réussie s'il prend pas la deuxième médaille d'or sur 200 mètres brasse, qui, selon toute vraisemblance, est, selon moi en tout cas, plus à sa portée que le 200 pape où il y avait un sacré adversaire quand même. Ah, effectivement, Maxime, c'est vrai que le Hongrois n'était pas présent l'année dernière lors des championnats du monde et Léon Marchand l'avait bien rappelé hein, quand il avait décroché ce titre que c'était en l'absence de Monsieur Christophe Milak. Sur ce début de course d'ailleurs, bon, bah, on s'est dit franchement qu'il allait y parvenir, hein, le Hongrois. Le début de course est assez extraordinaire. Et puis il y a ce chiffre avant la dernière coulée, je sais qu'elle t'a marqué, mais 72 centièmes de seconde qui les sépare à 50 mètres de l'arrivée. À ce moment-là, on se dit que c'est fini, sincèrement. Et puis, il nous fait cette coulée où il va flirter avec la limite des 15 mètres autorisés. Il a été énorme, et particulièrement sur ce dernier 50 mètres. Oui, oui, il l'avait dit avant course, j'ai été champion du monde, mais le plus gros adversaire n'était pas là. Et là, il s'est retrouvé face à lui en finale. Et oui, pendant toute la course, le Hongrois a, dès le départ, mis un gros rythme et s'est un peu échappé. Mais Léon Marchand s'est fait confiance. Il savait sa force qui est les derniers mètres. Et sur cette dernière coulée, il est allé rattraper pratiquement le Hongrois en arrivant pratiquement au niveau de ses épaules. Et a fini à partir, j'ai remarqué, c'est environ sur la dernière moitié de, de longueur qui vient juste le manger au fur et à mesure. On voit qu'il lui grappille 10 centimètres par 10 centimètres pour au final rattraper son retard qu'il avait eu au début de cette longueur et finir du coup champion olympique. Effectivement, cette performance, elle est assez impressionnante. Et Mathis, j'ai envie de faire un petit peu appel à nos mémoires et à ce qu'on a lu un peu dans les livres d'histoire et de te demander si est-ce qu'on a déjà vu un tel phénomène dans la natation française. Alors, on a eu de très grands nageurs, mais quelqu'un qui est capable potentiellement d'enchaîner plusieurs médailles d'or le même soir sur une Olympiade, en tout cas quelqu'un qui se fixe cet objectif et qui a déjà enchaîné 2 titres sur ses 2 premières courses à seulement 22 ans, c'est clairement un phénomène. Honnêtement, je pense pas que ça ait déjà été vu, déjà pour la natation française, mais au-delà de ça, dans la natation mondiale, ça n'est jamais arrivé sur des JO qu'un athlète remporte 2 médailles d'or le même jour. Donc on est quand même pas loin de l'histoire s'il arrive à le faire. Donc même au-delà du niveau français, c'est juste sur le niveau planétaire que c'est complètement hallucinant ce qu'il est en train de faire. Alors attention, on va pas le donner gagnant tant qu'il a pas remporté son 200 brasses, mais il a survolé la demi, donc c'est aussi logique qu'on le place favori. Maintenant, à voir comment est-ce qu'il va aussi gérer son effort, parce qu'il a quand même produit justement un sacré effort sur cette finale du 200 papes. Mais s'il continue à glisser sur l'eau et à être aussi serein que comme il le fait depuis le début de ses jeux, je vois pas ce qui pourrait l'empêcher, et pour le coup, de véritablement entrer dans l'histoire du sport, et alors que c'est que le début pour lui. Effectivement, c'est que le début. On rappelle qu'il sera engagé sur quatre courses, enfin qu'il est engagé au total sur 4 courses, donc 4 espoirs de titre pendant ces JO. On est maintenant à un petit peu plus de 20 minutes de sa finale que l'on suivra pendant ce live, c'est à 22h31. Et j'ai envie de terminer, les gars. Maxime, on va commencer par toi, mais par une sorte de petit pronostic. Est-ce que malgré la fatigue, Léon Marchand va aller remporter cette deuxième médaille d'or ce soir? Honnêtement, je pense que oui. Il la gagnera pas comme il a gagné, comme on l'a vu avec une demi-longueur d'avance il y a 2 jours. Mais je pense à l'expérience, j'ai envie de dire, même si il reste très très jeune, il va aller décrocher cette médaille et cette médaille d'or qui va le placer, je pense, au plus haut sommet de la natation, en tout cas ce soir et dans les prochains mois à venir, parce que c'est quand même phénoménal ce qu'il est en train de produire. Michael Phelps le disait, c'est du jamais vu. Juste il s'incline devant lui, il est en train de lui manger tous ses records olympiques. Là, il vient de le faire, il vient quand même je sais pas, il me semble, je sais pas si c'est lui qui l'avait ou pas, mais il vient quand même de battre un nouveau record olympique. Mathis me dit que non. Du coup, mais il vient quand même il s'assoit petit à petit sur cette discipline, c'est hors norme. Mathis, je te laisse compléter et et donner toi aussi ton sentiment sur ce 200 brasses.
Complètement d'accord avec Maxime, peut-être même un petit peu plus confiant. Alors attention, hein, on va pas en faire trop non plus, mais moi je pense pas que ça sera aussi serré que ça. Franchement, hier il a fait la même deux courses en 2 heures comme ça avec les demi-finales et celle qui a le plus dominé parce que c'est là où il est le meilleur, ou en tout cas là où il a le moins de concurrence et c'était la Brasse. Donc je vois pas pourquoi ça serait pas la même chose ce soir. Moi franchement je le sens chaud, bouillant pour aller chercher cette deuxième médaille d'or avec au contraire un petit peu plus d'avance que sur ce 200 papes. Eh bien écoutez, on suivra ça d'ici quelques minutes. On va enchaîner avec une autre très grosse performance du jour, mais on va l'attaquer plutôt sur l'angle du spectateur, puisque je suis allé ce matin voir et vous faire quelques plans du triathlon dans les rues de Paris. Le triathlon a bel et bien eu lieu ce matin. Les deux épreuves, d'abord les femmes à partir de 8h, puis les hommes à partir de 10h45. Ils se sont donc bien élancés, les triathlètes, dans la Seine comme c'était prévu. Donc les analyses ont confirmé que la Seine était effectivement praticable, qu'il n'y avait pas de danger pour les athlètes. Alors malgré cela, on va quand même espérer que les pluies pendant la nuit ne l'aient pas rendu impraticable, parce qu'il faut quand même un certain temps pour faire les analyses, et donc elles ont été faites, enfin les prélèvements ont été réalisés avant le début des courses. Donc on va espérer que les pluies n'aient pas trop pollué la Seine, mais en tout cas l'essentiel, c'est qu'on a pu avoir des courses, et des courses absolument magnifiques. Donc oui, je me suis rendu dans un premier temps sur les quais de Seine, puisque tout simplement c'est accessible à n'importe qui. Alors forcément, vous n'êtes pas aussi bien placé que si vous aviez payé votre place, mais c'est quand même cool de pouvoir apercevoir ces nageurs donc, qui naviguent entre les bateaux mouches. C'est quand même toujours des images assez impressionnantes. Alors forcément, c'est de la natation en eau libre, donc comme vous le constatez, on voit surtout des bras et de l'écume, mais c'est quand même assez unique de voir des gens nager dans la Seine, d'autant plus quand on sait que ce sont les meilleurs au monde sur leur discipline. C'est quand même toujours des images assez incroyables. Et puis après, je me suis déplacé un petit peu plus dans Paris, vers le bout des Champs-Élysées, station Franklin des Roosevelt pour les Parisiens. Voilà, si vous voulez tous les détails pour observer donc le passage des triathlètes, puisqu'ensuite ils avaient un circuit à parcourir. Il me semble que c'était 5 ou 6 fois à vélo et 4 fois à pied. C'est deux circuits différents, et tous les athlètes ont été extrêmement encouragés dans une ambiance très, très joviale. Hein. On encourageait alors particulièrement les Français forcément à leur passage, mais les nationalités des différents concurrents étaient scandées à chacun de leur passage, et surtout ceux qui se retrouvaient tout seuls à l'arrière de la course. Le public ne les a pas lâchés, et c'était un petit peu les chouchous. Je pense notamment aux Hongkongais et aux Mauritaniens qui étaient encore sur leur vélo, alors qu'on avait déjà vu passer à deux reprises les coureurs. C'était quand même d'assez belles images, et en tout cas une très belle ambiance sur le bord des routes, donc ça fait plutôt plaisir. Mais pour avoir une très belle ambiance, il faut aussi de très grands athlètes. Et les gars, on va basculer tout de suite sur le point bleu, et basculer plus particulièrement sur le triathlon féminin, avec cette image absolument extraordinaire de Cassandre Beaugrand, qui est venue ce matin décrocher la première médaille individuelle de l'histoire du triathlon français aux Jeux Olympiques. Et qui plus est, c'est un titre. La course avait plutôt bien commencé, elle était en gestion, Cassandre, sur la natation et le vélo, à chaque fois dans le groupe de tête. On l'a pas vu attaquer sur aucune des deux premières disciplines, et c'est bien sur la course à pied qu'elle a fait la différence. Une attaque qui a été dévastatrice, alors que les deux Françaises s'étaient isolées dans un groupe à 4. Et puis finalement, personne ne l'a jamais revu. Les gars, je vous passe un petit peu la main, Mathis, sur cette performance absolument extraordinaire de Cassandre Beaugrand. On l'attendait au rendez-vous, mais elle a fait plus que de répondre présent. Absolument, j'ai été bluffé par sa capacité à rester dans la masse, si je puis me permettre, en tout cas très sereine sur le début, pas en faire trop. C'est ce que j'ai entendu aussi d'elle en interview, c'est que éviter la chute, parce que aussi en cyclisme ils étaient plutôt groupés, donc c'est aussi une faute bête d'inattention qui peut arriver, et pour le coup faire s'envoler tout espoir de médaille. Donc voilà, bien rester focus sur les deux premières épreuves, et puis derrière, comme elle disait, hein, la course à pied, elle était probablement la plus forte au sprint, mais aussi pour s'éviter d'avoir à finir au sprint, bah, tout simplement, elle est partie, il me semble, que c'est dans le dernier kilomètre, enfin, en tout cas sur les derniers instants de la course, même si elle a creusé un petit peu l'écart un peu plus tôt, ça s'est vraiment accéléré, accentué en sa faveur sur la fin. Et puis, bah, une superbe médaille d'or, comme tu l'as dit, la première pour le triathlon
au JO, donc c'est super. Un peu de regret pour la deuxième française, son nom m'échappe, mais qui finit quatrième. Très belle course, et puis je crois qu'elle est relativement jeune, donc pareil, il y a plutôt de belles choses à retenir, mais ça aurait été encore mieux si on avait pu faire deux médailles sur cette course-là. Ah, effectivement, ça a été une course assez impressionnante, Maxime, au global sur le triathlon à suivre à la télé. Parce que du coup, moi, je te pose la question aussi parce que j'étais sur place, mais ces épreuves et ces images, d'abord dans la Seine, puis dans les rues de Paris, sur les Champs-Élysées, cette photo devant les Invalides. Même si l'épreuve a dû être reportée pour les hommes hier, on peut finalement dire aujourd'hui Paris réussi pour les organisateurs. Paris extrêmement réussi, je dirais. On a eu à la télé en tout cas, il y avait eu des images magnifiques, que ce soit sur plusieurs monuments de Paris. Bon, petit point rouge, point noir, je dirais, c'est sur la réalisation qui est pas sur France TV, mais qui est sur à des Américains. Et parfois, il y avait des moments où on avait envie de voir les éléments cruciaux, mais hormis ça, c'était quand même une super course, un super sport à regarder en tout cas à la télé. C'est vraiment, ça nous a. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'a vraiment occupé ce matin, entre guillemets, à regarder. J'étais très attentif, je suivais les Français de très près. Et ouais, cette photo finale avec ce plan en contre-plongée où on voit les Invalides derrière, enfin, c'était magnifique. Effectivement, c'était magnifique et donc on salue aussi, tu l'as dit Mathis, la performance d'Emma Lombardi, quatrième à l'arrivée et qui était dans le groupe des quatre qui se jouaient les médailles. Malheureusement, ça ne lui sourit pas pour cette Olympiade, mais comme tu l'as dit, elle est très jeune, elle a seulement 22 ans et donc on la retrouvera sans doute à Los Angeles et peut-être même à Brisbane dans 8 ans. En tout cas, il y aura encore de beaux espoirs de médailles et c'est plutôt prometteur pour le triathlon français. Le triathlon français qui pendant des années a notamment reposé, pas que, mais sur les épaules de Vincent Louis du côté des hommes. Cette année, à 35 ans, il n'a pas été sélectionné pour les Jeux Olympiques et malgré cela, Mathis, on a eu une superbe performance collective de nos trois Français qui ont vraiment joué ensemble. Sur le vélo, tout d'abord, ils n'ont pas donné un relais les uns contre les autres. Et puis derrière, sur la course à pied, ils étaient troisième et quatrième ensemble. Et puis finalement, excusez-moi, j'ai perdu. C'est lequel des deux qui Dor- s'envole dans la... Dorian Le Dans... Corps, pour moi. Ouais, c'est Dorian, Non, Léo c'est Bergère. Dorian. Non, Non? c'est Léo. Ah, qui finit médaille de bronze, il me semble que c'est Léo Bergère, ouais. Ok, oui, pardon, oui, t'as raison, c'est Oui, ça. c'est Bergère. Oui, oui, c'est Bergère. Les deux, en tout cas, c'était regroupés ensemble sur le début de la course à pied. Bon, je vais vous mettre l'image. Et donc, médaille de bronze à l'arrivée pour Léo Bergère. Ah, alors attends, est-ce qu'on m'entend? Oui. Ouais. Pardon, excusez-moi, je vous ai perdu une seconde. Je te fais réagir, Mathis, du coup, sur Léo Bergère. Écoute, pareil, hein, très, très satisfait parce que les deux de devant paraissaient quand même bien au-dessus, notamment en début de course, en tout cas, enfin en début de course à pied, le Neo Z qui était parti et qui semblait intouchable. Quand je le voyais pas, même si Yi était le favori, je le voyais pas du tout revenir le Britannique parce qu'il avait 10 secondes de retard, mais 10 secondes qui ne baissaient pas au fur et à mesure qu'on avançait dans la course et qu'on se rapprochait de la ligne d'arrivée. Et puis il y a eu cette fin de dernier tour où Yi a accéléré, il a dévoré même le Neo Z. C'était assez impressionnant la façon dont il est remonté. Alors, au début, sur le premier plan, on voyait que le Britannique et le Néo-Zélandais. J'ai cru que c'était le Néo-Zélandais qui craquait complètement. Et après, quand on voit aussi derrière justement Léo Berger en troisième position, on se rend compte que c'est juste que Yi, il est en train de mettre une accélération d'enfer et qu'il est en train de le rattraper pour aller récupérer cette médaille d'or. Il n'a pas dû être en tête très longtemps sur cette course à pied, mais il a été au meilleur des moments et donc il remporte cette médaille d'or. Mais côté français, forcément, quand même une satisfaction parce que je le voyais pas aller chercher au-dessus que sur ces deux premiers qui me semblaient vraiment au-dessus de la mêlée. Donc satisfait d'avoir quand même pu récupérer cette médaille de bronze et offrir une deuxième médaille olympique au triathlon français juste après celle de Cassandre Beaugrand. Maxime, à l'arrivée, les Français terminent, enfin les Français et plus particulièrement Léo Bergère termine à 10 secondes de la médaille d'or avec la physionomie de la course. Est-ce qu'on peut quand même avoir un mini regret? Ils se sont fait distancer, si je ne m'abuse, au moment du passage du vélo à la course à pied.
Est-ce que, parce que Léo Bergère court quand même son 10 km en moins de 30 minutes, est-ce qu'on aurait pu rêver d'un peu mieux ou est-ce que on doit déjà se contenter de deux médailles pour le triathlon français aujourd'hui? Franchement, je pense qu'il faut se contacter d'une médaille, même si on aurait aimé, tout Français aurait aimé avoir plus, parce que on avait envie de voir les Français 2 et 3 plutôt sur cette course, parce qu'à un moment, on voyait cette opportunité, on voyait que Alexis n'arrivait plus en fait à rattraper Weidel, et on s'est dit bah pourquoi pas en faisant des relais, peut-être que Le Corps et Bergère vont arriver à dépasser, mais je pense que Le Corps était un peu trop en dessous, en tout cas sur cette fin d'épreuve et a craqué dans les 800 derniers mètres. Mais il faut avouer que les deux devants étaient quand même stratosphériques. Donc je pense qu'on peut avoir ce petit regret, mais il faut quand même se dire que c'est déjà très très beau pour le triathlon français. Effectivement, c'est très beau pour le triathlon français. Les Français qui se sont montrés très à l'aise dans l'eau aujourd'hui. On a parlé de Léon Marchand, des triathlètes. Mais c'est pas tout. On est également allé chercher une médaille d'argent. Un petit peu inattendue, les gars, faut le dire, sur le 1500 mètres nage libre. Alors, je vais, pardonnez-moi pour la prononciation, mais c'est avec Anastasia Kirpichnikova, 24 ans seulement, et qui était un petit peu, bah ouais, quand même un petit peu inattendue. Mathis, qui a nagé une super course, hein, finalement. Elle a maîtrisé tout du long sa deuxième place, mais on l'avait pas forcément vu venir. Ouais, c'était assez impressionnant de l'avoir gardé son avance, notamment dans la fin de course où, certes, elle était deuxième, elle avait 3 mètres d'avance, il me semble, quelque chose comme ça, sur. C'était une Italienne et une Allemande, il me semble, derrière qui revenaient. Il y a une des deux qui place une accélération derrière et il restait encore un peu plus de 50 mètres, on n'était pas encore arrivé au dernier virage et là, je me suis dit que ça allait être compliqué. Et bah finalement pas du tout. Elle a vraiment su gérer la pression pour bien finir. Puis au-delà de ça, sur sa course, ouais, génial. Je m'attendais pas à ce qu'elle aille chercher une médaille d'argent. Pourquoi pas le bronze? Enfin, je la voyais pas. En tout cas, être juste derrière Cathy Ledecky, c'est quand même une superbe récompense de terminer deuxième. Bon, alors certes, il y a un écart monstrueux avec Ledecky, mais c'est quand même pas mal. Et puis bah aussi pour noter d'un point de vue individuel, elle bat le record de France de 8 secondes, ce qui est quand même pas rien pour cette performance de la française que je laisserai à Jean le soin de prononcer son nom parce que j'ai déjà eu trop de mal sur la première fois de l'émission. Anastasia Kirpichnikova, donc qui reçoit à l'instant sa médaille d'argent d'ailleurs, et elle est toute sourire, hein, sur le podium. C'est vrai que terminer deuxième derrière une légende comme Katie Ledecky, l'équivalent de Michael Phelps, hein, chez les féminines, tout simplement, c'est quand même une sacrée performance, et donc on va la saluer pour cela. En attendant donc les autres performances des Français ce soir en natation, on vous le rappelle, d'ici une grosse dizaine de minutes, Léon Marchand engagé sur sa deuxième course, et puis juste après, on aura Maxime Grousset sur le 100 mètres nage libre. On a deux belles chances encore de médailles qui arrivent potentiellement, donc on en parlera d'ici quelques minutes. Mais on va repartir du côté du parc urbain de la Concorde. On en a parlé hier quand vous n'étiez pas là les gars, mais on était avec Gaëtan hier sur ce parc urbain de la Concorde, et on avait pu apercevoir les premières performances d'Anthony Jean-Jean qui ce soir, cet après-midi plutôt en finale, nous a fait peur. Il nous a fait vraiment peur avec une chute dès la première figure, hein, tout simplement sur son premier run. Heureusement en BMX freestyle, puisque c'est de cette catégorie qu'il s'agit, lors de la finale, c'est votre meilleure performance qui compte parmi vos deux runs. C'est pas une moyenne entre les deux. Et donc par conséquent, Anthony Jean-Jean a pu repartir. Et comme l'ont dit les commentateurs, on a senti dès ses premiers sauts qu'il n'était pas juste reparti pour assurer une médaille, il était parti pour chercher l'or. Et Maxime, c'est vraiment pas passé loin, un run complètement fou. Ouais, ouais, personnellement, j'ai eu très peur après son premier passage. On a vu qu'il a chuté dès la première figure. Il en a même perdu une chaussure. Je me suis dit, il a dû se blesser au pied. J'ai eu très peur pour lui. Heureusement, il a eu une deuxième run. Ils ont que deux runs en fait pour cette finale. Et cette deuxième run est tombée pile au bon moment. On va dire ça comme ça. Ouais, il est parti. Il a tout arraché. Franchement, on voyait qu'il voulait pas juste se contenter d'une médaille. On voyait qu'il voulait aller chercher l'or. Malheureusement, il a fait une toute petite erreur. Je pense que l'or aurait pas pu être atteignable parce que l'Argentin était trop au-dessus. Mais il a fait une toute petite erreur sur une des figures qu'il est le seul à réaliser, qui est notamment très très dure, où il a, entre guillemets,
baissé un genou à la réception qui lui a fait perdre ses 0,15 points, je pense, pour, euh, pour aller chercher cette médaille d'argent. Mais c'est quand même une belle remontée. Je pense qu'il a dû, enfin, faut avoir du mental et être résilient pour aller chercher ce qu'il allait chercher cet après-midi. Tu l'as mentionné, il y a des figures que lui seul a proposées aujourd'hui. Alors, moi je suis pas un expert en BMX non plus, mais de ce que j'ai compris, c'est pas des figures inédites. Elles ont déjà été réalisées dans d'autres compétitions. Néanmoins, il a fait des choses que cet après-midi à la Concorde, lui seul était capable de faire. Mathis, est-ce qu'on peut avoir quand même quelques regrets pour la médaille d'or? Et si oui, où est-ce qu'il faut les placer? Est-ce qu'il faut les placer plutôt sur cette petite erreur sur le deuxième run ou sur le fait de ne pas avoir pu se mettre en confiance avec un premier run où il aurait assuré déjà un très bon score? Honnêtement, ouais, pour moi, il y a des regrets parce que, alors, peut-être aussi c'est qu'on avait placé trop d'attentes sur lui, mais pour avoir lu un petit peu des papiers avant justement sa finale, il me semble que c'est quelqu'un de son staff ou quelqu'un qui l'avait côtoyé plus jeune qui disait qu'il était vraiment au-dessus du lot. Alors, certes, tout peut arriver comme une chute, mais que il était au-dessus, il dominait, que c'était, enfin, quasiment, il allait remporter la médaille d'or. Alors, évidemment, il faut toujours prendre ça avec des pincettes, mais je veux dire que j'ai pas trouvé quelqu'un vraiment au-dessus de tout le monde, même sur le deuxième run où il est à son max, je sais pas, mais en tout cas où il est performant. J'ai été un peu déçu par ça, peut-être justement parce que j'en attendais un petit peu trop. Où est-ce qu'on peut avoir des regrets aussi, je dirais, sur la stratégie choisie dès les qualifs, parce que de ce que j'ai compris, il finit cinquième, mais c'était volontaire parce que si tu finis premier, tu passes en dernier et inversement. Donc là, il finit cinquième enfin, il finit quatrième sur neuf, du coup, il passe en cinquième. Et un petit peu volontairement, en tout cas, il donne pas tout pour déjà de une garder des finales, des figures pour la finale, à la limite pourquoi pas, mais aussi de deux pour passer euh, en premier, enfin avant ceux qui sont censés être des concurrents directs, et leur mettre la pression avec un gros score. Sauf que c'est pas du tout ce qu'il a fait parce que la preuve, la grosse chute. Et donc du coup, il s'est au contraire retrouvé dans une position très inconfortable où il avait pas d'avance. Il avait déjà vu l'Argentin qui avait un score de fou. Il était obligé de courir derrière le score et je suis pas sûr que se retenir, pourquoi pas pour en garder un petit peu sous le pied pour la finale, mais au point de calculer son ordre de passage et au final, voilà, se retrouver un petit peu piégé. J'étais un petit peu déçu par ça. Maintenant, il faut pas non plus tout lui enlever, médaille de bronze, c'est déjà une belle performance pour lui. Il doit être quand même satisfait, même il peut nourrir quelques regrets. Effectivement, voilà donc pour la partie sur le BMX freestyle. On va revenir sur des sports qu'on a un petit peu plus vus cette semaine. Et Maxime parlait de l'escrime française qui se porte très bien. Toi, tu nous en parlais dans la première émission que l'on avait fait avant même le début officiel de ces jeux. T'en attendais beaucoup de l'escrime française. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nos athlètes sont en train de répondre présent. Deuxième médaille sur deux possibles pour ce qui est des équipes françaises en tout cas pour les épreuves collectives. Aujourd'hui, c'était le sabre par équipe du côté des hommes. Hier, on a déjà été médaillé d'argent pour l'épée féminine. Écoute, tout va bien. Alors certes, c'est pas une médaille d'or. Néanmoins, l'élimination en demi-finale, c'était face aux Coréens qui sont numéro un mondiaux. On peut quand même se satisfaire de cette très belle médaille de bronze. Ouais, honnêtement, je pense pas qu'on aurait pu aller chercher plus haut quand on voit le niveau stratosphérique qu'ont les Coréens. Ils sont juste intouchables, on l'a vu pendant toute la compétition. Le seul petit regret que personnellement j'ai eu, c'est que j'avais pas l'impression qu'on était vraiment dans cette demi-finale, contrairement au quart face à l'Égypte où là, on était bien rentré dedans dès le début. C'est le seul regret que qu'on a pu avoir, mais on a quand même une très belle médaille de bronze. Les Coréens ont tout arraché et je pense que c'est déjà très bien pour l'escrime français parce que deux médailles sur deux, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait pu parier ça avant les JO. Ouais, effectivement, et c'est sans compter les nombreuses médailles. Je me lance dans quelque chose, mais j'ai pas le chiffre exact, mais je vais aller vous le trouver tout de suite que l'on a déjà décroché en escrime. En tout cas, Mathis, pardon, l'escrime française se porte très bien en ce début d'Olympiade. Effectivement, quasiment à 100%, à part, il me semble qu'il y avait une journée où c'était les hommes qui n'avaient pas ramené de médaille avec justement Bolade et Apiti. Il me semble que c'est ceux qui ont gagné la médaille de bronze aujourd'hui. Lors de leur passage en individuel, C'est ils n'avaient ça, pas ouais. récolté de médaille, tu me dis si je me trompe. Ouais, C'est exactement. ça. Donc c'est quasiment parfait. Comme l'a dit très justement Maxime, c'était les numéros un mondiaux, il y avait vraiment rien à faire. Alors certes, on fait une belle remontée contre eux en demi. On passe de -15 à -6, mais c'était trop tard pour revenir.
Logiquement, ils ont conclu. Et belle réaction derrière parce que il fallait battre l'Iran, il fallait se remobiliser. Ils l'ont très très bien fait. D'autant plus que l'Iran avait accroché. Il me semble que c'est la Hongrie de l'autre côté dans le deuxième demi-finale ils ont perdu que 45-43. Pour le coup, c'était vraiment très serré. Donc réussir à aller récupérer ce bronze et de cette manière, franchement très satisfaisant. Et plus globalement sur les JO, l'escrime, c'est vraiment comme s'amusaient à le rappeler les commentateurs de France Télé, le plus gros pourvoyeur de médailles des Jeux. Et là, franchement, c'est même pas débattable. Alors, je vais me permettre quand même de rappeler que l'escrime française en est à 6 médailles et que l'on a décroché aujourd'hui une septième médaille du côté du judo. Mais c'est juste pour te contredire évidemment, parce que celle-là, on l'avait pas forcément vu venir. Maxime, c'est un petit peu le Johann Benjamin Gaba bis, c'est ce que j'ai noté sur le conducteur. Du côté des moins de 90 kilos, le jeune Maxime Gaël Ngaya Pambou, 23 ans seulement, qui a fait encore une fois une journée fantastique pour le judo français. Ouais, je suis totalement avec toi d'accord avec toi, excuse-moi, sur la comparaison avec Gaba. Ouais, c'est comme je le disais avec Gaba, c'est un mort de faim. On voyait qu'il avait envie de faire quelque chose de grand et il l'a fait. Il allait chercher cette belle médaille de bronze. Malheureusement, il s'est incliné assez logiquement en demi, mais c'est une médaille de bronze qui, même si il est dominé, il arrive à l'arracher par une faute qu'on a eue et qui donc maintenant fait plaisir d'avoir dans le sens contraire, on va dire ça comme ça, mais c'est ce troisième shido pour une main à l'intérieur du kimono du judogi, excuse-moi, du judoka. Ouais, effectivement, c'est ça, ce match pour la médaille de bronze où il n'était pas forcément dominant. Maintenant, il a su gérer et contenir finalement les coups de son adversaire. Et Maxime en parlait. Cette petite erreur finalement que fait son adversaire, alors que Matisse, franchement, il était quand même un petit peu dominant si on est tout à fait honnête. Ouais, très franchement même, tout le long de ce combat pour la médaille de bronze, il était dominé, il s'est retrouvé plusieurs fois au sol, notre Français, ou en tout cas dans de mauvaises postures. Alors pour le coup, faut le mettre aussi à son crédit, il a très bien défendu, mais on sentait quand même un petit peu la sentence arriver. Je sais pas s'il avait un Wazahari, s'il y avait 1-0 pour son adversaire Non, ou il y s'il avait y avait encore 0-0. 0-0. Ouais. En tout cas, enfin, c'était quand même vraiment à l'avantage de son adversaire, mais au jeu des Shido, il a très bien joué, un petit peu, voire même beaucoup de réussite. Mais bon, ça fait plaisir que ça tourne dans son sens parce que, comme tu l'as dit, on ne l'attendait pas du tout. Déjà, il réussit à aller jusqu'en demi-finale, en demi, il tombe sur plus fort. Et même pour le match, pour le bronze, ça aurait pu malheureusement finir à cette fameuse quatrième place que personne ne veut. Il a réussi à conjurer le sort et récupérer cette médaille de bronze. Effectivement, celle-là, elle était vraiment inattendue. Une de plus donc dans la journée, elle fait vraiment plaisir. Au contraire de, je pense, tu vas en parler de Marie-Ève Gaillet qui nous a déçus aujourd'hui. Bah écoute, je vais même te laisser en parler parce que c'est toi qui l'as évoqué directement quand on s'est retrouvé juste avant le live. On attendait une médaille au judo aujourd'hui, il faut le dire, mais on l'attendait peut-être plutôt du côté de Marie-Ève Gaillet, justement en moins de 70 kilos, qui est quand même la vice-championne du monde en titre et qui a été éliminée dès l'écart. Et puis malheureusement, qui a pas su aller derrière chercher la médaille de bronze. Ouais, franchement, je suis déçu de la perte de Marie-Ève Gaillet. Après, ça arrive, hein, ça peut passer à côté. Mais ce qui m'embête un petit peu, c'est aussi la façon dont elle perd. J'ai notamment en tête le combat pour la médaille, enfin, non, même pas pour la médaille de bronze, le combat d'avant, le combat de repêchage après sa défaite en quart, où on la sent prise de court. Elle se retrouve au sol en étranglement, elle est obligée de taper. Ouais, c'est assez décevant. C'était contre une Belge qui était au-delà du top 20 mondial. Alors, c'est pas pour la dénigrer, félicitations à elle, mais forcément, ça peut permettre de nourrir des regrets pour Marie-Ève Gaillet, qui avait comme tu l'as dit, un statut de vice-championne du monde en titre, et forcément, c'est décevant, d'autant plus quand on voit les performances des judokas depuis le début de ce tournoi, on en attendait plus. Il nous manque cette médaille d'or, si je me trompe pas, sur le judo qui se fait attendre. Ouais, ouais, malheureusement, il y a déjà 7 médailles en 10 catégories sur le judo français, mais toujours pas de médaille d'or. Beaucoup de médailles d'argent et de bronze, mais malheureusement, on attend toujours l'or. Ça peut arriver dès demain et surtout, on l'attendra ce vendredi, l'entrée en liste de Teddy Riner.
sans parler derrière de l'équipe de France mixte du côté donc du judo collectif. Je sais plus comment on appelle ça, de l'épreuve par équipe tout simplement. Alors que Tristan nous demande dans le chat si on va diffuser la natation. Alors non, pour des raisons évidentes que ça coûte extrêmement cher. Néanmoins, tu fais bien d'en parler puisque d'ici quelques secondes, alors moi je crois que j'ai un Ouais, petit peu de ça a retard sur démarré là. vous. Mais voilà, la finale tout simplement de Léon Marchand, la deuxième finale de ce soir vient de s'élancer donc pour le français Il est en qui tête après le premier 50. qui est en tête après le premier 50. Je vous laisse regarder en accueillant les gens qui nous rejoignent sur le chat. On n'a jamais été aussi nombreux, comme quoi l'effet Léon Marchand fonctionne. On est plus d'une vingtaine dans le chat. N'hésitez pas à vous abonner à l'Académie Olympique. On est ensemble tous les soirs de 22h à 23h pour revenir sur la journée olympique. Et effectivement, c'est plutôt très bien parti pour Léon Marchand, déjà vainqueur de sa première course de la soirée en 200 mètres papillon et qui est en quête d'un doublé historique. Il est suivi par le chinois Dong et l'américain en troisième position. Les gars, le point après 100 mètres. Toujours devant, il a mis pratiquement un corps d'avance, on va dire ça comme ça. Une longueur Et Ah, il a il même a en avance sur le 80 record du monde, centièmes. non? Oui, j'ai pas vu, oui. 13 centièmes d'avance sur le record du monde. Il est tout simplement monstrueux. On espère que ça va tenir, mais normalement, c'est une médaille d'or assurée pour Léon Marchand. Mais je vais pas parler trop vite parce que j'ai pas envie de porter la pousse. Il est énorme, Franchement, Léon c'est très Marchand, bien parti, hein. effectivement. 81 centièmes d'avance sur son plus proche poursuivant à mi-course. On rappelle qu'il a déjà couru une fois ce soir. S'il y a un record du monde à la clé, ce serait absolument historique. Alors là, ce serait vraiment phénoménal. Néanmoins, on est en train de retrouver, bon, toute proportion gardée, mais quand même une avance qui nous fait largement penser à la première médaille d'or qu'il avait décrochée un petit peu plus tôt dans la semaine. Elle arrive, cette deuxième médaille d'or, et il y a de l'avance sur le record du monde à 50 mètres de la ligne. Ouais, Je vous laisse commenter l'arrivée. Il dans les manque dernières rien. fouilles, Il manque rien. ouais, il manque rien, mais je pense que ça va pas être bon pour le record olympique, mais il va s'imposer assez largement face à l'Australien derrière lui qui a pratiquement 2 mètres. Mais le record olympique devait être à un petit rien, mais quand même un record olympique, mais pas de record du monde, excuse-moi. Ouais, voilà, Et c'est ça. c'est Il bat quand énorme. même le record olympique, hein. Oui, oui. Énorme, Léon Marchand, record olympique, deuxième record olympique de la soirée, deuxième titre olympique. Bon, bah les gars, Et, et c'était... un, et un- et un coup de poing de rage dans Louis qui vient de faire 2 fois après ses 200 mètres qui montre qu'il est extrêmement fier de lui. Je pense qu'il peut l'être. C'est tout simplement un monstre. 2 médailles d'or en une soirée, c'est du jamais vu, je pense. Ah ouais, là, on sent clairement le soulagement de Léon Marchand. Mathis, on l'a vu très fermé, très concentré, surtout depuis le début de cette Olympiade. Là, il y a 3 médailles en 3 courses. Certes, il en reste encore une, mais ça y est, il est déjà temps de savourer. Ouais, même 3 médailles d'or en 3 courses, c'est Oui, monumental. Première fois de l'histoire que ça arrive, 2 médailles d'or pour un nageur la même journée. Franchement, il n'y a plus de superlatif, hein. Il bat les records olympiques, il est à rien des records du monde. On a notre prodige, aucun regret sur le choix de la perf, de le mettre en avant. Tout le respect pour Cassandre Beaugrand, mais là, avec le doublé de Léon Marchand, doublé de record olympique, je suis bluffé. Même si je l'avais annoncé, je le voyais gagner un petit peu largement cette finale. De le voir réaliser avec autant d'aisance pour s'imposer finalement les fameuses coulées très longues. Et puis, bah, personne ne peut rivaliser. C'est Léon Marchand. c'est Léon Marchand et c'est énorme si je dis pas de bêtises, même c'est un triplé de record olympique. Il l'avait eu hein, il y a 2 jours. Ouais. C'est absolument fabuleux, Maxime. On n'a jamais vu ça et surtout, ce gamin n'a que 22 ans. On va en avoir pour encore quelques années si tout va bien. C'est exactement à quoi je pensais. Je me suis dit, bah, en fait, c'est parti pour au minimum 10 ans, je pense. Ça va être juste magnifique. Je pense qu'il a encore à aller chercher plus loin. Je pense que les records du monde vont très certainement tomber. Ça va être magnifique. Là, on voit qu'il est quand même très heureux. La marche qu'il arrive à mettre à son jeune âge, c'est quand même extraordinaire pour un nageur qui, je pense, ne s'est pas encore pleinement développé. C'est Une ça qui seconde est fou, d'avance sur c'est le deuxième, que 2 secondes d'avance sur le troisième. Ouais, c'est tout c'est simplement monstrueux. monstrueux. J'aimerais bien C'est savoir monstrueux. quel est le record du monde sur les 200, parce que je pense qu'il n'en est vraiment pas loin.
Ouais, il y avait la barre du record du monde sur la course. Je pense Ouais, qui qu'il était au devrait. niveau de ses, Il est au à bout de moins ses d'une bois. demi-seconde. Il est Oui, à oui, moins d'une demi-seconde, c'est absolument. Bah, je vais même peut-être. Je vais essayer de te le retrouver. En tout j'ai cas, trouvé. fabuleux, fabuleux Léon Marchand. 2:05,85, c'est ça son chrono à l'arrivée? Oui. Eh bien, le record du monde est à 2:05,48. 37 centièmes de seconde du record du monde en ayant couru et remporté un 200 mètres papillon il y a 2 heures maintenant, où il a fallu s'employer quand même, on le rappelle, parce que il Ouais. s'est pas économisé sur le 200 papillon. C'est absolument fabuleux. Et cela me permet de faire une petite transition pour revenir sur le point bleu et donc vous confirmer que la France prend la tête du classement des médailles. 26e breloque pour notre délégation. La 8e en or si je ne m'abuse. C'est historique, tout simplement. Si vous ouvrez le site de l'équipe, c'est le mot affiché en pleine page. C'est juste fabuleux. 26e médaille donc, pour l'équipe de France. Et c'est Et peut-être juste pas pour fini. ajouter quelque chose niveau natation, il y a quand même Maxime Grousset qui là et sont en train de rentrer pour aller concourir leur finale. Donc on espère que ça va bien se passer du côté français. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est fabuleux. Je vais essayer de passer ailleurs pour vous rejoindre, en tout cas pour avoir moins de retard sur vous. Mais pour l'instant, cette soirée est absolument fantastique du côté de la natation française. Rappelons que c'est aussi la troisième médaille, puisqu'on en a aussi une du côté de la natation féminine avec Anastasia Kirpichnikova. Voilà, j'ai voulu placer que maintenant c'est bon, je maîtrise son nom de Impeccable. famille. On est bon et en attendant le résultat de Maxime Grousset, les gars, nous on va enchaîner avec les autres performances dont on n'a pas parlé. Bon, cette fois, ça va être un petit peu plus mitigé. Allez, pour être un petit peu plus joyeux, on va commencer par dire, Mathis, que Félix Lebrun s'est qualifié pour les quarts de finale de ce tournoi de tennis de table. Malheureusement, le chemin s'arrête là pour son frère aîné, Alexis. Il n'y aura qu'un seul des deux frères qui pourra tenter d'aller au bout de ce rêve olympique. Ouais, et puis il nous a fait peur, hein, le Féfé, comme il se fait appeler, parce que Ouais. il menait 3-0. Je dirais pas tranquillement, mais il était quand même dominateur face à un très bon joueur en face. C'était un Allemand de mémoire qui avait été numéro un mondial, qui avait des médailles olympiques. Mais je crois bien même que c'était le seul Européen médaillé olympique sur les dernières Olympiades. Donc voilà, c'est quand même un sacré client en face de lui. Et la façon dont il le maîtrise dans les trois premiers sets, c'est 11-9, c'est 15-13 et c'est 10-12. Enfin, voilà, c'est toujours dans des manches serrées, mais ça tourne à chaque fois à l'avantage de Félix Lebrun. Et derrière, le petit coup de froid, l'Allemand qui recolle à 3-3. Je dirais pas que j'ai eu peur, mais un peu quand même, parce que la façon dont il commençait les sets à chaque fois, justement, c'était un peu l'inverse. Félix, il gagnait ses sets serrés. L'Allemand, il y avait 5-0, 6-0. C'était des manches moins disputées. Et puis, il a su faire le vide dans sa tête pour la septième et ultime manche qu'il a brillamment remporté. Donc, ouais, satisfait. Le job est fait pour Félix, à l'instar, non, au contraire, pardon, même de son frère. Je pense que Maxime, tu pourras nous en parler, mais un petit peu déçu, forcément, pour Alexis, même si, il y avait un sacré client là aussi en face. Ouais, malheureusement, Maxime, c'est terminé pour Alexis Lebrun. Bon, il faut le dire, hein, contre la tête de série numéro 4, il y avait du très costaud en face. Il a pris le premier set, hein, si je ne m'abuse, mais derrière, défaite 4-1, malheureusement, pour Alexis. Voilà, les deux frères Lebrun ne s'affronteront pas dans ce tournoi olympique. Néanmoins, je pense qu'ils ont pris rendez-vous pour l'avenir. Bon, très déçu pour Alexis qui est sorti en pleurs, mais il est tombé sur juste un très très gros poisson, je dirais. Il a réussi à prendre le premier set, je sais pas si on dit comme ça, parce qu'il y avait écrit, je sais pas, disons premier set, mais après, il s'est écroulé face à plus fort que lui, mais on a toujours Félix qui est toujours vivant, en tout cas, entre guillemets, dans cette compétition. On espère qu'il va aller le plus loin possible. Comme tu le disais très très bien, Mathis, ouais, il est tombé contre un Allemand quand même très solide. Il est 4 fois médaillé olympique par équipe, il me semble 2 fois individuel. Enfin, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience et je pense il a joué de ça mais et il a réussi à s'en sortir sur ce dernier set, mais c'était -1 et moi personnellement je l'ai vu en direct et ça m'a fait très très peur.
On ajoutera que enfin les champions reconnaissent les champions. Zinedine Zidane, rien que ça, était en tribune pour soutenir Félix Lebrun, ce qui est quand même ça témoigne de l'exploit. Et on a vu d'autres très grands sportifs être présents pour soutenir les frères Lebrun, ce qui est quand même assez fou. Les gars, malheureusement, il n'y a pas de médaille pour Maxime Grousset à la touche. C'est pas passé loin, Mathis, mais il n'y aura pas de breloque aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il finit quatrième. J'ai pas encore vu les temps exactement, mais il était dans le top 3 sur le premier 50. Et derrière, ça a été trop juste pour finir cette course avec un record du monde pour le Chinois Mm. qui s'impose, qui remporte la médaille d'or. Dommage, mais il y avait quand même, je pense, de quoi faire pour lui. Maintenant, tout n'est pas perdu. Il est quand même à vérifier dans le top 4 olympique, c'est déjà pas si mal. Cinquième, il me semble, d'après en tout cas les commentaires d'Alex Boyon. Record du monde donc pour le Chinois et médaille également pour David Popovici, le Roumain, pour ceux qui sont ses premiers Jeux Olympiques. Lui aussi incarne le futur de la natation et donc c'est important de souligner cette performance. Les gars, on va enchaîner après le tennis de table. Je crois qu'on a fini sur les sports individuels. On va quand même avoir un petit mot des sports co, même si ça fait déjà 3 quarts d'heure d'émission, et notamment parler du handball où on n'est pas éliminé, on n'a pas perdu, mais franchement, c'est Maxime un miracle d'être encore en vie dans cette compétition. 26-26 face à l'Égypte, égalisation en dernière seconde. Les Français du handball se font très très peur. Ouais, franchement, miracle, c'est presque le mot. On était très clairement à 8 secondes d'être éliminé, tout simplement. On a eu un match face à des Égyptiens qui ont été solides. Une muraille, euh, une muraille, le portier égyptien qui était tout simplement monstrueux. Et des handballeurs français qui n'étaient pas inspirés et qui ont juste bataillé pour aller chercher ce nul et qui est malheureusement pas très rassurant pour la suite de la compétition parce qu'on va pouvoir aller chercher qu'une troisième place. Et encore, c'est pas joué, donc on va voir sur les prochains matchs. Je sais pas si Mathis, t'as un œil un peu plus approfondi sur le handball. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça très très convaincant pour la suite. Ouais, bah franchement. De côté, avec les deux premières performances, je suis plus étonné en fait. Malheureusement, c'est triste. Je croyais à l'accident de parcours et puis la supériorité du Danemark parce que c'est aussi une très grande nation après la première rencontre. Il y a eu ce match contre la Norvège quand même assez décevant. Et ben, il faut peut-être aussi tout simplement se rendre compte que les Français sont peut-être pas au niveau. En tout cas, ils sont pas assez bien rentrés dans leur tournoi. Je sais pas si une défaite les aurait vraiment véritablement éliminés ce soir parce que c'est les quatre premiers qui passent, les quatre premiers de poule. Donc peut-être qu'ils étaient encore en lice. Enfin bon, ça aurait été très compliqué parce qu'ils se seraient retrouvés au mieux quatrième de leur poule. Enfin bon, ils sauvent un peu les meubles parce qu'ils peuvent encore finir troisième de poule et donc pourquoi pas affronter logiquement un deuxième de l'autre poule et que ça soit encore un petit peu possible parce que tout est possible, parce que les Français au handball, parce que à la maison, mais très déçu du contenu proposé par les hommes de Guillaume Gilles, étonné aussi par l'Égypte, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, va falloir se réveiller s'ils veulent conserver leur titre olympique qui pour l'instant leur semble difficilement promis. Eh ben, écoute, je vais te relancer rapidement sur l'Égypte. On va avancer simplement pour mentionner le score des féminines du football qui mènent 2-1 face à la Nouvelle-Zélande après une défaite malheureuse face aux Canadiennes et qui aurait clairement pu être évitée. On en avait parlé. On est en passe de se rattraper pour aller chercher la première place de la poule et décrocher les quarts de finale. Donc pour les joueuses d'Hervé Renard, c'est quand même une bonne nouvelle. Et comme on le dit souvent dans les phases finales, c'est un nouveau tournoi qui commence. Donc on en reparlera dans les prochains jours de leur performance. On enchaîne donc sur les coups de cœur. Et Mathis, je te propose de commencer puisque tu vas rester sur le handball et nous parler de l'adversaire de l'équipe de France, l'Égypte, qui t'a particulièrement séduit. Absolument, Jean, ouais, comme Maxime l'a dit, j'ai bien aimé la solidité défensive, 26 buts encaissés, c'est vraiment pas mal. Alors certes, c'est la même chose pour les Français, et il y en a 15 dans la deuxième mi-temps, mais il y en a que 11 pris en première période. J'ai bien aimé cette équipe d'Égypte parce que je suis pas habitué à les voir rivaliser avec l'équipe de France. Alors certes, il y a un petit déclin des Bleus sur ce tournoi olympique, mais il y a aussi une très belle montée en puissance de l'Égypte. Il fait quand même figure de meilleure nation africaine du handball depuis un petit bout de temps. Ils sont quand même 8 fois champions d'Afrique dans leur histoire.
dont 4 titres sur les 5 derniers, 2016, 2020, 2022 et 2024 sur le championnat d'Afrique. Donc il y a quand même une domination continentale pour les Égyptiens. Et puis pour parler un petit peu d'attaque aussi, parce que c'est important de marquer des buts au handball, Yaya Omar qui met 8 buts, donc plus d'un quart des buts marqués par son équipe. Il joue au PSG, donc c'est aussi ça, l'équipe égyptienne, c'est qu'il y a pas que des joueurs inconnus, il y a des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens et ça se voit concrètement sur le terrain puisqu'ils tiennent tête aux supposés meilleurs du monde, l'équipe de France. Effectivement, et pour te rejoindre complètement sur ce coup de cœur et particulièrement sur la solidité défensive hein, des Égyptiens, je mentionnerai la muraille Mohamed Ali. Hein, donc le nom nous a forcément fait sourire, mais défensivement, enfin, ce gardien était absolument énorme aujourd'hui, et je parle bien évidemment au sens figuré, donc c'était assez impressionnant. Maxime, on va revenir sur du triathlon. Tu voulais nous parler de l'autre performance que l'on a un petit peu évoquée. On profite de ces coups de cœur pour mentionner d'autres athlètes que les Français. Et c'est vrai que cette course d'Alexis a été impressionnante, mais plus particulièrement pour lui qui était le grand favori, ces 300 derniers mètres où il est allé chercher la victoire, où tu l'as dit, c'est pas le Néo-Zélandais qui s'écroule, c'est vraiment lui qui accélère de façon incroyable. C'était le favori et on a un temps cru qu'il allait les perdre. Mais finalement, ce dernier kilomètre, enfin je te laisse en parler parce que je pense qu'il nous a tous bluffés. Oui, oui, on a quand même bien discuté en début d'émission, mais Wild, le Néerlandais, qui avait distancé à une petite quinzaine de secondes le Britannique Alexis dès le début de la course à pied, et qui a maintenu en fait cet écart tout du long de la course à pied, et qui, en fait, je pense, s'est vu l'or autour du cou trop vite et a commencé à ralentir sa foulée un peu. Et Alexis, lui, c'est il a décidé que ça allait se passer autrement, en fait, juste tout simplement. C'est un athlète qui est hors norme. Depuis 2018, il n'a pas fait dans les grandes compétitions moins bien qu'une troisième place. Donc c'est énorme. Et cette troisième place remonte à la première épreuve de 2018, c'est pour dire. Sinon, c'est que des deuxièmes et des premières places. Et entre cet avant-dernier virage et ce dernier virage pour accéder au pont Alexandre III, on a Alexis qui a juste augmenté sa foulée et qui est venu aller chercher, qui est venu chercher le Néo-Zélandais et le manger avant ce dernier virage et s'envoler tout seul pour aller chercher ce titre olympique. Donc c'est vraiment une performance hors norme pour celui qui était pressenti favori certes, mais qui a quand même fait une fin de course plus que extraordinaire. Effectivement, fin de course extraordinaire et photo extraordinaire à l'arrivée. Moi, c'est mon coup de cœur depuis le début de cette Olympiade. On a des photos qui sont absolument magistrales. Voilà, j'ai décidé de parler d'autre chose aujourd'hui, pas que d'un athlète, parce qu'on en mentionne déjà pas mal pendant l'émission. Mais c'est vrai que ces Jeux Olympiques à Paris, où on se sert tout simplement des monuments notamment qui sont déjà existants, que ce soit même pour pas forcément des monuments, mais par exemple pour le tir à l'arc, on est devant les Invalides, on est à l'intérieur du Grand Palais pour l'escrime. Alors il y a un Grand Palais éphémère qui a été construit pour le judo, mais le triathlon qui se déroule dans la Seine, puis derrière au milieu de Paris, arrivé sur le pont Alexandre III, enfin on a des sites qui sont absolument magnifiques et qui donnent lieu à des photos extraordinaires. Donc voilà, je voulais juste prendre quelques secondes pour les apprécier et pour apprécier aussi le travail des photographes parce que le site a beau être réussi quand on a des clichés comme celui-ci que je pense vous avez tous vu en surf, l'homme qui marchait dans les airs tout simplement. Je ne sais pas comment illustrer autrement cette photo absolument extraordinaire, voilà, de la célébration de l'athlète. C'était un américain me semble-t-il, non c'était pas, Brésilien. brésilien, ouais c'est ça, brésilien, qui célèbre sa qualification en s'envolant dans les airs, la planche dressée derrière lui et le doigt en l'air. C'était juste magnifique. Voilà, je voulais dire ça pour souligner que ces Olympiades à Paris ne réussissent peut-être pas tout, mais en tout cas, sur le plan de l'héritage qu'elles vont laisser, ce sera assez colossal. Et d'ailleurs, bon courage à Los Angeles en 2028
pour rivaliser avec ce que propose Paris sur cette Olympiade. Voilà, je veux juste me réjouir de ce que l'on observe. Les gars, on arrive à un peu plus de 5 minutes du terme de cette émission. Il est temps de passer au programme de demain. Et juste avant cela, de faire une petite interlude pour vous dire qu'on ne sera pas en live ni demain ni après-demain. Voilà, malheureusement, je ne suis pas là pour assurer la régie technique. Donc on se retrouve ce samedi, bien évidemment. Et après, jusqu'au bout des Jeux Olympiques, il y aura plus d'interruptions tous les soirs à 22h sur la chaîne Twitch de l'Académie Olympique. Et bien évidemment que l'on rattrapera les performances que l'on aura eues d'ici là. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne soit pas là vendredi. Mais vendredi, on suivra bien évidemment Teddy Riner, Florent Manodou. Il y a des athlètes que l'on attend très impatiemment et dont on reparlera donc ce samedi. Mais avant cela, je vous affiche donc le programme de demain avec 17 médailles d'or en jeu. Et Maxime, toi, tu ne vas pas aller voir une épreuve qui attribue une médaille, mais tu vas néanmoins te rendre demain sur un site olympique et tu voulais nous en parler. Je vais vous parler du coup de la qualification des sports du coup par équipe, cette fois-ci pas individuel, du sport équestre, donc du coup du CSO. On a eu le complet plus tôt dans la semaine. Le dressage d'ailleurs aujourd'hui, on a plutôt eu des notes assez convaincantes, mais demain ce sera les qualifications par équipe du saut d'obstacle, donc ce qu'on voit le plus régulièrement du coup à la télévision. Et donc, pour cette épreuve, on avait 4 Français engagés. Malheureusement, on a eu un petit souci, je vais en parler rapidement. Donc, un de nos cavaliers phares et assez connu du public français, Kevin Stott, a eu un problème. Donc, il faut savoir qu'avant chaque épreuve, les chevaux passent une visite vétérinaire pour savoir s'ils sont aptes à concourir le lendemain. Et il s'est avéré que le cheval de Kevin Stone, nommé Viking de la Rousserie, a eu un léger hématome au niveau du pied et donc n'a pas pu concourir. Et donc c'est son remplaçant, Olivier Perrault, qui vient tout juste d'être sacré cette année champion pro élite, donc c'est l'équivalent de la Ligue 1 si vous voulez au foot, au cheval, et donc va pouvoir le remplacer pour cette qualification à 3, mais ça veut dire que on n'a plus le droit à l'erreur. C'est des chevaux qu'il va falloir préserver, donc c'est un peu plus risqué pour la finale qui va avoir lieu après-demain. On espère quand même avoir un bon résultat, même si les médailles risquent d'être assez difficiles à aller chercher. Et j'espère qu'on va, enfin, c'est même pas j'espère, c'est je suis sûr qu'on va avoir un magnifique site olympique comme il l'a déjà démontré que Versailles était magnifique et que demain on va avoir des belles images de cette qualification. Bon bah écoute, tu seras de retour samedi pour nous en parler. Mathis, le programme de demain, là, qu'est-ce qui est le plus alléchant pour toi? De quoi est-ce que tu as envie de nous parler? Je te laisse libre. Deux choses. Déjà, évidemment, on en a déjà parlé, mais le quart de finale de Félix Lebrun, parce que ça s'annonce grand. Ça s'annonce aussi potentiellement une demi-finale à la clé, donc ça serait énorme pour le jeune athlète qui est Félix Lebrun, donc je vais surveiller ça de très près. Et aussi l'aviron quand même, pour le 2 de couple féminin, il y a un bateau français qui est en finale, composé d'Emma Lunati et de Elodie Ravera Scaramodino parce que pour l'instant, je suis un petit peu déçu par l'aviron français en général à ces Jeux. Je pense notamment à Boucheron Diaz qui était champion olympique en titre, qui ne va même pas en finale. On a du mal, donc quand même essayer de d'aller chercher cette médaille pour l'aviron français à domicile, ça pourrait être bien. Donc c'est, je pense, une autre épreuve que je vais surveiller demain. Eh bien écoute, on suivra ça nous également. Moi je vais terminer en mentionnant le début des épreuves d'athlétisme, puisque c'est comme ça qu'est qualifiée la marche, 20 km de marche, même si ce sera dans Paris au niveau du pont d'Iéna, si je ne m'abuse. En tout cas, j'essaierai d'aller jeter un coup d'œil et voir si je peux vous prendre quelques images. En tout cas, l'athlétisme qui va débuter dans les prochains jours et on sera bien évidemment là pour vous en reparler. Il est l'heure du quiz du jour. Et est-ce que quelqu'un a de l'inspi pour nous faire un qui suis-je? Sinon, je vais en trouver un rapidement, mais je vous avoue que je n'ai pas réfléchi. Ou si Euh, vous... je- Vas-y, si t'en as un. non, j'en ai pas un de préparé, mais je peux essayer d'en trouver un assez rapidement.
Alors C'est- vas-y, je te laisse faire, comme ça je Attends, participe parce que au quiz pour changer. Et pendant ce temps-là, moi je mentionne les autres sports que l'on aura dès demain, avec donc de la natation. Toujours la natation, demain on sera sur du 200 mètres papillon du côté des filles, avec également du 200 mètres brasse et du 4 fois 200 mètres nage libre. Et chez les hommes, ce sera du 200 mètres d'eau avec Johan Endoy Brouard. S'est-il qualifié pour la finale, Johan? J'ai pas vu sa course. En tout cas, je sais qu'il s'est difficilement qualifié pour la demi. Donc on verra demain s'il y a une possibilité de médaille. On aura aussi les finales en voile, hein, les épreuves de voile qui ont commencé du côté de Marseille. Et donc on a les finales pour le skiff, hein, ce sera dans l'après-midi. Et puis on suit toujours, hein, le judo, parce que c'est vrai qu'on s'approche on s'approche quand même du terme. On peut avoir un très bel espoir de médaille avec Madeleine Malonga, qui était vice-championne olympique à Tokyo. Et puis on aura du côté des hommes en moins de 100 kilos Aurélien Diès, dont j'avoue ne jamais avoir entendu parler, mais j'espère là aussi une nouvelle surprise, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal. Est-ce que tu Noter, as Jean, quelque chose, Mathis? concernant, Ah, vas-y, je t'en prie. juste concernant Johan Hendrik Brouard, pas de finale pour lui sur le 200 dos. Par contre, l'autre Français, Mewen Tomac, s'est qualifié. Donc 1 sur 2 pour les Français en demi du 200 mètres d'eau. Eh ben écoute, c'est parfait. Enfin, c'est pas parfait, mais c'est déjà un Français en finale sur cette distance où, si je ne m'abuse, on ne prévoyait pas forcément de médaille. Donc, on surveillera ça demain soir. Maxime, t'as quelqu'un? j'ai quelqu'un. Ok, top. J'espère. Normalement, tout le monde le connaît. Mais en tout cas, Si- moi, je le connais, donc mais je pense que il peut je n'ai être aucun à doute sa sur le fait que portée. Mathis le connaisse, Ok. hein. Normalement, on est Oui, sur non, 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 les bases du Mathis. quiz. Non, non, en Mais vrai, je pense que tout le monde le connaît. Je fais, peu- je fais du plus large au plus concret, c'est ouais, ça? voilà, hein. Ok. Je suis un athlète français. Je suis spécialisé dans une seule discipline très particulière. Cette discipline est présente sur ces JO. Ok. Je suis multiple fois champion d'Europe, mais jamais champion du monde. Si, une fois champion du monde, excusez-moi. Je commence déjà à faire des conneries. Mais les Jeux Olympiques ont toujours été une horreur pour moi. Est-ce que Ah. déjà, vous avez peut-être Ah, un, je sais même pas un, sur quel sport on est, donc. même pas un sport? Moi, ça me faisait penser. Je sais pas ma réponse, hein, parce que je sais que c'est pas elle. Ça me faisait penser à Pauline Ferrand-Prévot, mais elle était 15 fois championne du monde, donc ça marche pas. Mais sur les JO ont été une horreur, ça m'a fait un peu penser à ça, mais non, sinon j'ai rien du tout. Mon sport se pratique à pied sur une épreuve plutôt Johan longue. Diniz. Vas-y. Ouais. Putain. Bien joué. Let's go. Tu l'avais? Non, franchement, je sais pas pourquoi, j'étais pas du tout. Enfin, comme c'est pas encore passé, j'avais pas trop les épreuves d'athlétisme en Ah, tête. j'avoue Bien que joué, Jean. la marche, moi, il m'a marqué. Johan Diniz, Ouais, moi aussi, c'est pour c'est le ça. gars qui nous a fait regarder du 50 km marche, quoi. Euh, Il fallait le faire, et c'est vrai que les JO, ça a toujours été très compliqué pour lui. Bon, bah merci pour ce petit quiz. Maxime, il m'a mis de très bonne humeur pour partir pendant 2 jours de pause. Mathis, t'auras ta revanche quand on se retrouve après. Merci Mathis, elle va réviser pendant les 2 jours. Je suis plus Je pense invaincu, ça y que est. je pense il a pas forcément besoin. Merci les gars d'avoir été présents. On se retrouve donc pour la suite de ces Jeux Olympiques très très bientôt. Et puis merci à vous dans le chat. Écoutez, on a dû battre un record de viewers, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Si vous avez raté une partie de l'émission de ce soir, bien évidemment, le replay sera disponible d'ici quelques minutes sur la chaîne YouTube de l'Académie Olympique. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne Twitch. On va se retrouver très rapidement pour la suite des épreuves. Merci les gars. Merci. Ciao, merci à Salut. tous. Et salut à tous, on vous souhaite une très bonne soirée et on se donne rendez-vous donc samedi à 22h sur la chaîne Twitch de l'Académie Olympique. Bonne nuit. Ils ont pas coupé.